Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Avant qu'on poursuive cette vidéo sur le pay-per-view de la EW, parce que oui, on va parler de ça aujourd'hui, si jamais je n'étais pas disponible pendant quelques jours, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai pas besoin d'être toujours actif et auquel je préfère passer du temps pour moi. Voilà, donc pour ça, c'est déjà une chose de dite. Et je tenais à vous dire pour les messages d'anniversaire, remercier à quelques personnes auxquelles ils m'ont souhaité, que ce soit hors, hors YouTube, enfin quelques personnes, mais ça, peut-être qu'ils verront pas du tout, mais c'est pas grave. Mais sinon, pour les personnes qui sont sur YouTube, je vous remercie, que ce soit le plus principal, Gail, que je remercie infiniment, Saïd Ahmed Bischoff, et le plus surprenant, c'est WWE Réseau, auquel je tenais à le remercier, ce qui est très rare, voilà, ce qui est très rare, mais sinon, voilà. Euh, Concernant le show WWE Bad Blood, il y a des trucs auxquels j'aurais dû préciser, notamment Orbat. Bien sûr, je ne sais pas si Orbat est présente, si elle regarde cette vidéo de AEW Wrestle Dream. Enfin, j'en ai vraiment aucune idée, mais peu importe. J'aurais dû lui dire pendant la vidéo du show Bad Blood auquel j'étais en train de faire, comme quoi je le remercie pour le premier, le deuxième et le troisième point, qui veut dire la première, que la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre continue, de deux, parce que ce sera Bad Blood, et de trois, dans un match à l'INSL. Donc les trois choses auxquelles je devais la remercier. Mais après, pour les fans, bien sûr, je ne vous remercie pas pour spoiler, parce que c'est pour ça que du suspense, il n'y en a plus, et que c'est très très dommage. Mais du fait que la rivalité partie 3 a continué et que maintenant ça s'est enfin terminé, le reste, j'en reste sur ma faim, vu comment j'ai déjà tout dit sur Bad Blood dans un Hell in a Cell match. Et auquel j'aurais pu dire enfin que la cage n'est plus de couleur rouge, mais bon, tout ça n'a plus aucune importance. Maintenant, elle est de couleur grise, et c'est mieux ainsi. Mais en revanche, je n'avais jamais pré-shot le match concernant un 5 étoiles entre Drew McIntyre et CM Punk dans un Hell in a Cell match en opener. Je n'avais jamais prévu un pré-shot d'un 5 star. Je n'aurais jamais imaginé. Et pourtant, merci Dave Metzler pour ce généreuse note, même si tu fais ça uniquement par intérêt, ou plutôt par ironie des choses. Mais bon, ça, il le saura jamais qu'un franco-belge lui dit ses quatre vérités. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, je crois que j'ai déjà assez tout dit. J'ai déjà assez tout dit. Mais après, je ne sais pas si je vous montrerai peut-être quelque chose de spécial ou pas grand-chose. Mais ça, on verra. On verra bien sûr. On verra ça plus tard. Vu comment aujourd'hui on s'attaque à un show du pay-per-view AEW. Donc le show AEW Wrestle Dream, auquel on va s'attaquer exactement aujourd'hui. Et auquel le show... c'est un show auquel il y a des matchs auquel il n'y a pas une très très grande histoire entre les personnes, mais que les matchs peuvent être passionnants. Donc même s'il y a peu d'histoires à raconter, les matchs étaient pas mal, j'aimerais dire. Pourtant, je vais plutôt m'attaquer sur le pré-show, le fameux Countdown Zero Hour, auquel il n'y a eu que 4 matchs dans l'opener. Le premier, c'était Brian Cage contre Atlantis Junior pour le titre ROH de la télévision, auquel c'est Brian Cage qui remporte le match et le titre à l'occasion. Donc je spoil directement ce match. C'est victoire de Brian Cage. Voilà. Ensuite, le deuxième match, c'est un match féminin en simple. Anna Jay contre Harley Cameron, la protégée de Saraya. Bah, j'étais pas emballé par ce match, donc victoire d'Anna Jay. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus?
Ensuite, le troisième match, bah, c'est un match par équipe de 2 contre 2. Excusez-moi si mon chien aboie pour rien. Bon, je poursuis parce que j'ai dû couper la vidéo parce que mon chien décide d'aboyer pour rien. Et si jamais il commence à aboyer, ben, je le ferai sortir de ma chambre pour être plus tranquille. Donc je disais le troisième match, c'est un match par équipe de 2 contre 2 entre The Acclaim, donc Max Caster et Anthony Bowens, accompagné de d'Adias Billy Gunn, donc Papa Q Billy Gunn, contre MXM Collection, Mansour et Mason Madden, accompagné par qui? Ben, un revenant ancien de la WWE, un certain Rico Constantino, donc qui avait signé un contrat avec la AEW. Peut-être en tant que manager, parce que je pense pas en tant que catcheur à plein temps, il y est. Mais un retour de Rico Constantino, et pas Constantino, Constantina, pardon. Ah, Constantino. Eh bien, ça fait toujours plaisir bah, de voir quelqu'un qui a un temps été sur tous les fronts d'un programme de la WWE, que ce soit du côté de SmackDown ou du côté de Raw, toute la WWE en général, se retrouver après plus bah, de une dizaine, voire presque vingtaine d'années en arrière, euh, enfin une vingtaine d'années plus tôt, revenir dans une autre structure auquel on donne un bien meilleur cachet pour, euh, pour mieux apparaître. J'ai pas les mots pour dire. Après, il y a eu un petit moment sapin entre Rico et Billy Gunn, vu comment ils avaient été dans la même team avec Chuck Palumbo. Je sais même pas s'ils vont réussir peut-être la EW à faire venir Chuck Palumbo. Bon après, tout est possible, hein, tout est possible. Mais si ce n'est pas le cas, ben, peut-être que j'ai raté un truc. J'ai peut-être raté un truc, mais peut-être que je pourrais peut-être me renseigner tout de suite s'il le faut, hein, pour voir ce qui en est de Chuck Palumbo, qui sait. Là ici, je viens de regarder ce qui en est de Chuck Palumbo. Il est toujours en vie, c'est déjà une évidence, mais il avait arrêté sa carrière en 2012. Donc après, est-ce que c'est possible de le faire revenir? Euh, je ne saurais pas vous dire la question évidente. Concernant le match là, ben, c'est The Acclaim qui battent les MXM Collection. Donc voilà un truc à dire. Même si c'est pas très important à citer, je peux vous l'être honnête. Ensuite, ben, le dernier match du pré-show, ça va aller très très vite. The Conglomeration, donc l'équipe de Conglomeration, j'arriverai jamais à mieux dire correctement, mais équipe composée de Orange Cassidy, Kyle O'Reilly et de The Outrunners, donc Turbo Floyd et Truth Magnum, accompagné par Rocky Romero. On va dire les genres de Hogan et Savage du pauvre, vu comment ils se prennent pour des catcheurs des années 80, avec des musculations de ouf et une gimmick digne bah, du Hulkster, et Savage aussi. Donc c'est un sacré running gag, on peut dire. Mais contre eux, ils affrontent The Dark Order, Alex Reynolds, John Silver, et les premières athlètes, donc Aria Davari, Tony Nese, accompagné par Smart Mark Sterling, Josh Woods et Villeneuve. Victoire de The Conglomeration et The Outrunners. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et pourtant, le point le plus étonnant à vous dire, c'est que je n'ai pas vu le pré-show. À part que je vous ai trouvé des captures d'écran, parce que là, vous voyez que je suis en train de regarder et réagir. Mais bon, ça m'importe peu. Et que maintenant, je préfère passer à la carte principale, auquel ça peut être intéressant. Donc, match numéro 5 de la carte principale, Jay White contre le bourreau, donc Eggman, Adam Page. Dans un match simple, la feud, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a clairement pas d'histoire, mais les deux peuvent vraiment donner à fond dans ce match, hein. Et qui l'ont fait d'ailleurs.
Ils se sont donnés à fond coup pour coup, stratégie après stratégie, mais après c'est plus les stratégies de Jay White qui prennent énormément d'ampleur. Pourtant, pour Jay White, il vient après une blessure, je ne sais pas quelle blessure il avait, mais je me rappelle qu'il a dû s'absenter pour une raison de blessure et de revenir au top. Même si dans le match il n'y a pas grand chose à raconter, faut dire ce qu'il nous propose sur le ring entre Jay White et Adam Page, bah, c'est énorme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après plusieurs tentatives de contre, tentatives de Blade Runners, tentatives de Birdshot Lariat, et pourtant, à un moment climax du match, Adam Page tente son Birdshot Lariat, mais Jay White retourne la situation et fait son Blade Runners. C'est un genre de Sister Abigail, mais à sa sauce à lui, donc le Blade Runners, pour la victoire. Donc victoire de Jay White, et à voir ce que ça en suit avec lui, parce que pour l'instant, c'est pas non plus très bien réparti, malheureusement. Mais bon. Match numéro 6, pour le titre du monde féminin de la AEW, Maria May contre Willow Nightingale. Pareil, ce match-là, il n'y a pas d'histoire trop à raconter, parce que tout simplement Willow Nightingale a remporté le match entre elle, Serena Deeb, Saraya et Harley Cameron. Et la gagnante remporte, on va dire remporte le match, mais obtient une chance au titre. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Willow, elle a gagné contre les participantes et elle obtient un match contre Maria May. Et ça fait un bon petit moment qu'on n'a plus vu Tony Storm. En même temps, Tony Storm, elle part, enfin, elle est déjà au Japon, auquel elle a fait quelques matchs et auquel elle a l'air de bien s'éclater. Pendant que Maria May, elle profite tout le buzz qu'elle avait fait à la EW pour le maintenir à sa sauce, pour la maintenir à un train de popularité, entre guillemets, je dis ça entre guillemets, même si c'est pas clair de ce que je dis. Mais elle veut profiter du buzz, comme quoi elle a battu une grande catcheuse telle que Tony Storm, pour peut-être marquer son empreinte dans l'histoire du match féminin de la EW. Après, est-ce que j'ai raison ou tort, ou est-ce que je raconte n'importe quoi, ou est-ce que j'ai été clair dans la façon dont j'ai prononcé? C'est à vous de voir. Parce que moi, je n'ai pas... je dis comme ça au pif, mais je ne réfléchis pas forcément à ce sujet-là. Tout ce que je sais, Willow Nightingale, dans ce match-là, elle a tout tenté. Elle a tout tenté pour battre Maria May, mais c'est finalement Maria May qui la bat en utilisant un Storm Zero, auquel on sait que c'est un marteau pilon, un pile driver, auquel elle bat Willow Nightingale. Et ça, c'est pendant le climax du match. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Victoire de Maria May, on n'en parle plus. Ensuite, match numéro 7, c'est pour le titre AEW TNT, donc de la télévision TNT, bien sûr, entre The Scarcolt, donc The Bouc émissaire, Jack Perry, contre Katsuyori Shibata. Donc là, il est marqué. Attendez, il est marqué au centre. Ouais, bref, ça ne veut rien dire, à part deux affrontements entre les deux. Mais, euh, mais tout ce que je sais dans ce match-là, vous saviez, c'est un match qui n'a rien à raconter. Mais que, mais que, dans ce match-là, j'ai remarqué que Shibata n'a pas vendu les coups de Jack Perry. Comme si les coups de Jack Perry étaient, euh, étaient faiblards, je pense. Vu comment il se mange un kick, il ne sent rien du tout. Il se mange un atemi, il ne bronche pas. Mais quand lui, il fait ses fameux kicks et les atemis, alors là, Jack Perry, il se prend une rouste, il en crie de douleur en se faisant taper sur le torse très, très violemment. Donc il fait pas de cadeau à Jack Perry, et pourtant Jack Perry, son seul et unique objectif, c'est de peut-être survivre face à ce catcheur japonais très rugueux, très rude même, et auquel il ne laisse même pas une seconde de répit de s'en sortir, parce que Jack Perry c'est ce qu'il veut, s'en sortir. Mais rien n'y fait, il est quasiment sur lui coûte que coûte.
Bon, après, c'est vrai, à un moment donné, il faut qu'il scelle à un moment donné Katsuyori. Et du coup, ben, il a compris. Il a dû sceller parce que Jack Perry est un heel avant tout. Il faut, euh, il faut au moins avoir un minimum de crédible, auquel c'est pas toujours le cas. Crédible. Un peu de crédibilité, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, il tente, il arrive quand même à mettre à mal Katsuyori Shibata pendant un court instant, même si ce dernier revient, en prouvant à quel point, malgré la douleur, il reste fort. Au moment où il essaye de le bloquer dans une soumission, je pense que Jack Perry retourne la situation et arrive à mettre les épaules clouées au sol de Katsuyori Shibata. Après, il y a une incompréhension auquel j'avais pas compris, c'est que certes Jack Perry conserve son titre, mais est-ce que son épaule n'a pas aussi touché le sol aussi? Parce que c'est la question qu'elle j'arrive pas à comprendre. Mais c'est toujours Jack Perry qui remporte le match et qui conserve le titre. À la fin, il se fait interrompre par Daniel Garcia, auquel Daniel Garcia, je suis sûr qu'il veut un match de championnat pour le titre de Jack Perry, auquel Jack Perry, sans trop aller dans, comment je pourrais dire, aller à l'encontre de Daniel Garcia, préfère de décliner. Je sais pas si je pourrais dire, mais plus simple, plus simple. Il décide de ne pas accepter l'offre de Daniel Garcia et préfère partir, comme si Daniel Garcia n'était pas à sa hauteur. Ça, c'est pendant ses dires. Ensuite, je crois qu'il y a la musique de MJF qui retentit et qui rejoint Daniel Garcia pour un face-à-face et auquel les deux se fusillent du regard et tentent de se mal parler comme il se doit. Mais Jack Perry assomme Daniel Garcia avec un coup de ceinture. Ça permet à MJF de mener son assaut sur Daniel Garcia en donnant des coups de pied, des coups de poing, en prenant même le micro et en le trash-talkant, que ce soit en trash-talkant sa famille, les fans qui font à peu près la même danse que Daniel Garcia, donc la danse du pénis. Donc il ne laisse vraiment personne indifférent. Et au moment où il veut asséner un coup fatal avec son poing et sa bague de diamant de AEW, auquel il voulait le dégainer, la musique de Adam Cole retentit et il veut en découdre avec son ancien meilleur ami. Et pourtant, ce qui est un peu étrange, c'est que lors de Double or Nothing, Adam Cole était présent. Il était présent et on s'est peut-être dit, il va peut-être reprendre le pouvoir de Undisputed Kingdom à peu près au top. Mais finalement, il a fallu un retour de MJF pour mener, on va dire, encore la disparition d'Adam Cole. Et du coup, on s'est tous dit, et d'ailleurs c'est un secret pour personne, mais Undisputed Kingdom, c'est un échec. C'est quasiment un échec. Pourtant, il y a Roderick Strong, il y a Mac Bennett, il y a Matt Tavern, mais ça ne sauve pas les meubles. Et ça marche peut-être en trio comme catcheur comique, mais peut-être qu'il faudrait retirer le titre Undisputed Kingdom. Hein, parce que maintenant, le nom de la team n'a plus aucune valeur. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais pourtant, il était encore heel jusqu'à ce qu'il devienne face, comme si c'était un rôle de face organique, vu comment MJF est retourné méchant. Est-ce que c'est logique? Je pourrais pas répondre à ça, mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il voulait arriver au ring, MJF en profite pour le vanner en disant: alors, est-ce que t'es au top ou alors est-ce que tu boitilles encore comme un canard boiteux? Eh ben, quand il a vu Adam Cole courir, il est parti dans les gradins et il lance un message très clair à MJF en disant que c'est pas terminé et que ça commencera au moment où j'en aurai peut-être décidé et auquel je vais peut-être en terminer avec toi. C'est pour vous dire. Donc voilà. Match suivant, je décide de couper pour un peu m'hydrater. Ensuite, un match numéro 8, un match
de Three-Way Dance, un match triple menace, pour le titre international de la EW. Konotsuke Takashita, accompagné par Don Callis, contre Will Ospreay et contre le nouvel arrivant Ricochet. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dans ce match, à part que on a 3 hommes qui veulent le titre. Entre Ricochet et Will Ospreay, je sais qu'il y a une sacrée histoire entre eux, mais qui vient peut-être du Japon, vu comment les deux, on sait que ce sont des sacrés voltigeurs de renom, en particulier Ricochet, vu comment il sait faire des choses incroyables et hallucinantes. Mais au même moment, Will Ospreay pouvait faire des choses incroyables comme Ricochet faisait également. Donc les deux, c'est comme si on avait affaire à 2 super-héros. Certes, ils ne sont pas, on va dire, ressemblants l'un et l'autre, mais leur style de voltige se ressemble beaucoup. Parce que la façon dont comment Ricochet et Will Ospreay voltigent, ça prend tout son sens. Même si Konotsuke Takashita n'est pas très voltigeur, vu comment c'est quelqu'un de très puissant, très rude, et qui peut être craint, bah, ça peut forcément avoir un match très alléchant sur le papier. Et est-ce qu'on peut le pré-shot à un 5-star? Parce que là, on a eu un 5-star du côté de Bad Blood. Est-ce qu'on peut avoir un 5-star du côté de Wrestle Dream? J'en ai aucune idée. Save Meitzler qui fait les notations, donc c'est à lui de le voir. Mais aussi, la rivalité tourne aussi entre la Don Callis Family et Will Ospreay. Et peut-être que je peux venir au contexte de cette rivalité, même si je sens que ça va peut-être arriver. De toute façon, ça va arriver tôt ou tard. Mais il y a une histoire derrière comme quoi, lorsque Will Ospreay a quitté le groupe de la Don Callis Family, vu comment il était très populaire, acclamé par le public, pour éviter aussi d'être heel, d'être fourbe, mais il a décidé de se retirer du camp, mais que quelque part Don Callis n'est pas très satisfait de ce résultat, aurait préféré de garder Will Ospreay encore longtemps, comme si c'était encore sa poule aux yeux d'or, son diamant brut qui l'aide à maintenir sa famille, entre guillemets, en intacte, son écurie de catcheurs. Et pourtant, il y avait Powerhouse Will Hobbs, mais en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Est-ce qu'il est blessé ou alors est-ce qu'il attend pour catcher? Aucune idée. Pourtant, sacré potentiel en Will Hobbs. Mais bon, pour des raisons inconnues, ou peut-être des raisons évidentes, vous savez de quoi il s'agit. Shibata, non, Takeshita, c'est sûr, il fait partie des grands espoirs de Don Callis. Oui, les espoirs de Don Callis, il est mis en lui, c'est sûr et certain. Ensuite, il y avait Sammy Guevara, mais ça n'a pas duré éternellement longtemps. Et Kyle Fletcher, certes, qui est loin d'avoir tout le niveau de Will Ospreay, pourtant il a du sacré talent, Kyle Fletcher, mais Will Ospreay le surpasse dans tous les points. Pourtant, il voulait le maintenir encore dans sa team, mais sauf que Will Ospreay dit, écoute, t'es gentil, donne, mais je préfère me débrouiller seul, explorer d'autres horizons à ma manière, tant que je régale les fans. Voilà. J'ai pas besoin qu'on me colle tout le temps les personnes sur le dos. Et Don Callis a tenté des nombreuses ruses comme bloquer la porte d'entrée pour éviter d'en venir en main à Kyle Fletcher. Utiliser des stratégies possibles pour perturber le catcheur. Donc, au bout d'un moment, à la suite du match auquel ça va avoir lieu à Wrestle Dream, et qui va avoir exactement lieu, auquel je vais vous le dire, les tensions ont éclaté entre Will Ospreay et la Don Callis Family.
et auquel ben, on ne sait pas si Kel Fletcher avait choisi son camp, mais il était plutôt près de Will Ospreay. Donc il n'était pas encore décidé à rejoindre la Don Callis Family, pourtant il aurait pu, mais surprise, surprise. Et du coup, dans ce match, on a eu de tout. De la voltige, que de la voltige, de la puissance aussi de Konosuke Takeshita, mais aussi sinon tout le reste, que de la voltige. Pourtant, c'est un style de catch auquel on sait que c'est des spot fest, qui ne racontent absolument rien, qui sont juste utilisés dans le match pour faire égaler les fans. Mais c'est tout ce que on peut en dire de plus. Mais aussi, je peux remarquer aussi ben, la puissance de frappe de Konosuke Takeshita. Le mec, quand il te fout des coups d'avant-bras, tu les sens claquer, mais tu en as mal à la tête rien quand tu es la personne auquel tu as en face de lui. Parce que vu comment les coups puissants auxquels il envoie, j'aimerais pas être à la place de la personne. Et surtout, ben, les prises auxquelles il envoie, c'est fabuleux. C'est fabuleux quand je vois Takeshita. Je comprends bien pourquoi Don Callis mise tous ses espoirs en Takeshita. Vu comment il sait bien que sa poule aux yeux d'or, Will Ospreay, a quitté le navire, ben, il met tout sur Takeshita. Je comprends parfaitement. Alors que Will Ospreay, lui, préfère faire vibrer les fans. Pareil pour Ricochet. Donc, que demander de plus? À un moment donné, je crois qu'il va y avoir un ref bump. L'arbitre va être KO. Et Don Callis, toujours avec l'histoire du tournevis, arrive pour essayer de planter Will Ospreay dans le dos, mais il en empêche. Et un mec cagoulé ou capuché arrive et donne un coup de tournevis à l'arrière du crâne de Will Ospreay. Et il s'agit bien sûr de Kyle Fletcher. Donc c'est Kyle Fletcher qui lui fout un coup de tournevis à l'arrière de la tête de Will Ospreay. Et en gros, ben, il trahit Will Ospreay. Eux deux qui avaient été tous les deux dans la même équipe au Japon, Empire Kingdom, auquel Will Ospreay était l'ambassadeur et le chef. Et ben, il décide de le trahir. Et aussi, il utilise la prise, le Tiger Driver 1901. Donc le 1900... Enfin, pas 1900... le Tiger Driver 90 ou 91, pardon. C'est 91. Eh ben, il utilise cette prise. Et pendant ce temps-là, eh ben, il n'y a plus que Konosuke Takeshita à terminer le boulot. Donc il fait un V-trigger dans la face de Will Ospreay et qui remporte le match et le titre par l'occasion. Peut-être que c'est une rivalité qui m'intéresse. Vraiment, je suis sûr qu'il m'intéresserait ce match-là. Mais après, est-ce que ce sera un 5 star? Dur à dire. Très très dur à dire. Mais voilà donc. Donc au 9e match. Alors, le 9e match, c'est Hologram contre The Beast Mortos au meilleur de 2 ou 3 chutes. Donc meilleur aux 3 manches. Et qu'est-ce que je peux en dire de ce match? C'est un match lucha. Un match lucha digne de la CMLL. Non, je ne suis pas en train de déconner. Je sais que j'ai regardé des matchs de la CMLL en DVD, même sur internet, bien sûr, j'en ai vu. Eh ben, je remarque ça, c'est un match Spotfest style lucha. Donc, je vois un Technicos, donc le Technicos c'est Hologram, le Rudos c'est The Beast Mortos. Et ce que je peux en dire, c'est que le gentil remporte un point, le méchant aussi. Et à la fin, ben, c'est soit l'un des deux qui remporte le match, et finalement, c'est The Technicos qui, qui met un point final à ce match. Donc je n'ai rien d'autre à dire de plus. Clairement. Vraiment clairement. Et aussi, il n'y a pas d'histoire, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'histoire entre les deux. C'est juste un match, juste être mis par intérêt, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Donc victoire d'hologramme, 2 à 1. Donc il a fait le tomber 2 fois sur The Beast Mortos. Alors que Beast Mortos a fait un seul tombé. Mais voilà tout.
C'est tout ce que je peux en dire. Voilà. Donc match numéro 10, Darby Allin contre Brody King. Pareil, ça raconte rien du tout, à part que les deux ne cessent de se chercher depuis 2 semaines, parce que selon moi ça fait pas beaucoup. Auquel ben, il va y avoir des confrontations assez musclées entre Darby et Brody. Je crois que le match n'a même pas encore débuté, que Brody commence sa série de destruction sur Darby Allin. Que ce soit le faire visiter les coins du ring, les escaliers, la table des commentateurs. Mais au niveau des escaliers, ben, il met un escalier sur Darby Allin. Il marche sur une marche d'escalier pour écraser le pauvre Darby, qui en souffre à mort, à force de se faire écraser sur l'impulsion de Brody King. Pourtant, ce n'est pas un match hardcore, mais parce que j'étais persuadé que c'était un match hardcore, finalement, ça ne l'est pas. C'est un match simple et je me dis, c'est moi qui hallucine ou c'est un match hardcore? Je ne comprends pas la logique. Donc j'étais perdu. Je vous dis, j'étais perdu. Je ne savais pas si euh, c'était un match hardcore ou un match normal. Et finalement, il est marqué que c'est un match normal. Mais bon, pourtant, presque sûr que ça avait été Brody King qui aurait remporté le match, mais finalement c'est Darby Allin qui remporte le match avec son coffin drop. Ou alors avec un roll-up surprise. Bref, victoire de Darby Allin, j'en ai tout dit là-dessus. Ensuite, le match numéro 11, d'abord il faut que je m'hydrate un petit peu. Désolé si j'ai coupé la vidéo au moment où je disais, donc je disais je m'hydrate un petit peu. Et le match numéro 11, c'est un match par équipe pour les titres par équipe, justement. Entre les EVPs, les Young Bucks, Mathieu, Nicolas Jackson, contre The Private Party, Zay, Isaiah Cassidy, et Mark Quen. Je me rappelle que dans ce match-là, ça a commencé directement avec une bagarre totale. Que de la baston, que de la baston, que de la baston, que de la baston. Au moment où ça arrive dans le ring, eh bien, on enchaîne des fameux spotfest. Après, est-ce que c'est bon? Vous saviez que je n'apprécie pas forcément les Young Bucks, mais quand ils peuvent bien faire les choses, ils peuvent le faire. Bon, après, ils se font bien leur rôle de méchants, hein, mais souvent, je ne les apprécie pas à leur juste valeur. Après, Private Party, c'est un peu dans le même mood des Young Bucks. On sait que ce sont des équipes qui adorent s'amuser entre eux, faire des matchs de spot entre eux, comme dans un jeu vidéo. Mais après, je me dis, à quoi maintenant ça sert de râler sur un match comme ça, même si on sait que c'est discutable et qu'ils sont loin d'être défendables. On laisse passer comme ça, même si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ma façon de dire les choses. Auquel, ben, les noms des vainqueurs, ça m'a pas surpris, hein, parce que je sais que c'est pas encore l'heure de Private Party d'être à leur plus grand prime, parce que en ce moment, dans la division par équipe, on peut dire que les Bucks, en tant que EVP, en tant que chef assez méprisable, assez irritable, et tout ce que vous voulez, ils sont à leur bien meilleur prime, des catcheurs bien détestés comme il se doit, du fait qu'on les apprécie pas. Donc c'est un truc auquel on peut retenir et on peut féliciter pour l'effort. Même si on les aime pas personnellement, hein. En tout cas, moi, je les aime pas personnellement. Et pourtant, entre les deux, c'était assez serré, hein. Entre les deux équipes, c'était assez serré. Parce que les Private Party voulaient créer la surprise, mais il a fallu que les EVPs coupent l'herbe sous le pied de Zay et de Quen pour en venir à bout. Pourtant, il y a eu le EVP Trigger, mais à la foulée, je crois c'est donc Mathieu, qui prend soit Zay ou Quen en position du Tombstone Piledriver. Nick fait son fameux springboard en genre de 450, mais en forme de Metzler Driver. Donc Metzler Driver ou le Tony Khan Driver pour la prise auquel ils ont effectué et auquel ils remportent le match.
Donc victoire des Young Bucks. Youpi, c'est bon. Je ne vais pas vous jeter des fleurs, mais allez-vous-en. Pendant que vous laissez les private parties sur le ring, un peu dans un état d'émotion assez touchant, vu comment il y avait leur famille qui était présent. Donc pour eux, c'était un match important. Et du coup, ils se prennent dans les bras, en larmes, bien sûr, parce que après un match pareil, il y a de quoi d'être sous le choc de l'émotion. Et au quoi, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Donc plus que 2 matchs après, c'est terminé cette fois-ci. Match numéro 12. Mais ce match-là, c'est pour le titre du monde de la Ring of Honor, entre Mark Briscoe contre Chris Jericho, accompagné par Big Bill, l'arbre de Sequoia. Mais il n'est pas accompagné par la pomme pourrie Brian Keefe. Ce match, pas d'histoire, forcément. Mais tout ce que je sais, récemment, Chris Jericho voulait avoir un match contre Mark pour le titre. Et en ajoutant une petite punchline sur Jay Briscoe, auquel ça n'apprécie pas à Mark Briscoe de parler de quelqu'un qui est absent. Bon, après, c'est vrai quand il y a un babyface qui remporte un titre, que ce soit un proche, que ce soit un ami, un frère, un des membres de la famille ou pas, qu'on parle d'un décès tragique, il faut toujours que le heel met ça sur le tapis pour montrer à quel point ils veulent toucher une corde sensible pour avoir un match de championnat facile. Ça, c'est assez facile, mais assez petit à la fois. Assez petit. Pourtant, ça fait son effet. Même si on sait que Jericho mange à tous les râteliers. Il a été champion FTW, mais il perd contre Hook, auquel enfin le titre n'existe plus. Parce que même moi, je me posais des questions. Est-ce que le titre existerait encore finalement quand Taz l'a pris? Ça veut dire que c'est la fin pour de bon. Enfin, alléluia. Et que Jericho veut se tourner dans d'autres horizons. Donc il décide de se tourner au titre Ring of Honor, auquel il avait détenu, mais il veut le remporter. Finalement, il ne va pas le remporter, parce que Mark Briscoe ne laisse pas passer, il ne laisse vraiment aucun temps de répit à Chris Jericho, il dégaine ses fameux arsenals de prises, surtout en mode plouc kung fu, auquel il adore faire le plouc kung fu. Des petits katas, des prises de karaté. Bref, le mec c'est Karate Kid version clochard. Ou pas gâché, hein. Ça dépend de comment vous analysez Marc Briscoe. Mais voilà tout. Pourtant, il y avait des interventions. Hein. Il y avait des interventions. Et aussi dans ce match-là, j'avais l'impression que tout était permis. J'avais l'impression que les gens, dans les différentes situations, pouvaient utiliser des objets. J'étais perdu aussi. J'étais perdu dans ce match. Et finalement, je me rendais compte que tout ça se passe dans le dos de l'arbitre ou sous les yeux de l'arbitre, comme si l'arbitre était aveugle, alors qu'il sait très bien que tout ce qui se passe devant lui, normalement, il n'est pas obligé de laisser ça passer. Il doit avoir une preuve d'autorité. Mais comment voulez-vous dire tout ça la logique est morte. On tue la logique. Même si Mark Briscoe a tenté de se suicider en faisant notamment un genre de topé suicida, mais avec l'aide d'une chaise, un peu comme faisait Sabu à une certaine époque, mais sauf qu'il l'utilise pour mieux avoir un bon appui et pour faire son fameux cannonball. Jericho a tenté d'être dominant, mais c'est Mark Briscoe qui l'est. En se débarrassant de Big Bill et en se débarrassant de la pomme pourrie, donc Brian Keefe, et tout simplement en se débarrassant de Chris Jericho, en le battant enfin pour de bon. En le battant avec un marteau-pilon à la sauce de Jay Briscoe auquel Mark utilise pour le rendre hommage. Donc il bat Chris Jericho, il conserve le titre. La suite, on ne sait pas, mais bonne continuation pour le champion. Tout dit à ce propos-là, maintenant, le main event. Match pour le titre du monde de la EW entre Jon Moxley, accompagné par Marina Shafir, contre Bryan Danielson. Alors,
Moxley, depuis qu'il a trahi Danielson, pour montrer à quel point c'est lui le chef du BCC, parce qu'il a ordonné à Claudio Castagnoli de donner un coup à, à Danielson, et pour que lui, Moxley, utilise un sac plastique pour étouffer Bryan Danielson, pour montrer à quel point ben, il veut essayer, entre guillemets, de mettre un terme à sa vie, voire à sa carrière, en raison parce que Bryan Danielson n'est pas au top à ce qu'on pourrait le dire. Et apparemment, il agirait sur les ordres de quelqu'un d'autre. Je sais qu'on dit comme ça son nom au pif, mais il faut garder la surprise. Parce que est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est un tel, un ancien WWE ou un qui n'est pas de la WWE? Bref, on ne sait vraiment pas. Et je préfère garder la surprise. Même si on essaierait de me dire c'est qui, c'est un tel ou un tel, je garderai la surprise. Tout simplement. Donc sur les ordres de qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les ordres de Pac, ce n'est pas les ordres de Claudio Castagnoli, ce n'est pas les ordres de Marina Shafir. Si c'est pas John Moxley, c'est qui? Mais bon, on le saura plus tard. Je sais que John Moxley fait son entrée, bien sûr, plus accompagné du titre One Thing, mais avec le titre qu'il avait au Japon et auquel il garde. Et il est accueilli sur une bronca générale, auquel enfin les gens ils ont réalisé à quel point John Moxley est il et qu'il ne faut pas l'encourager mais plutôt le détester. Donc une chose auquel je respecte et auquel John Moxley il assume son côté méchant, mesquin, aucun respect, style je m'en bats les couilles de tous, mais je n'apprécie pas quand il décide de nocelle à chaque prise auquel ses adversaires font contre lui. Donc c'est le seul petit démol que j'ai avec lui. Donc il fait son entrée en premier. Ensuite, Bryan Danielson fait son entrée également. Mais au moment où il veut célébrer avec le public, surtout pour faire égaler la foule avec This the final countdown, et bien finalement, il y a Moxley qui l'attaque. Il l'attaque, il le déshabille. Et pourtant, au moment où les deux s'attaquent, la musique continue de Bryan Danielson. La musique continue de tourner. Et, et du coup, ben, les deux, ils se battent dans la musique, auquel c'est... quelque part, c'est un peu rigolo, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que moi, une musique pareille, de Bryan Danielson, moi, ça me donne pas envie de me battre, moi, ça me donne envie plutôt de chanter. Ou encore, imaginez, on met n'importe quelle musique, une musique bien rythmée, une musique entraînante, une musique qui donne envie de bouger. Bien sûr, c'est une musique qui me donnera envie de danser, chanter. Pas une musique qui me donne envie de me battre. Au pire, mettez une musique auquel, allez, comment dire, auquel on peut se battre. Même si il a un peu ce côté-là. Peut-être que j'ai oublié de citer un segment. Je crois que j'ai oublié de citer un segment parce que là j'étais déjà au main event. Mais auquel tellement je voulais un peu faire rapidement que j'ai oublié un segment. C'est le segment de Swerve Strickland et Prince Nana avec bien sûr les débuts de... Enfin, c'est pas les débuts d'MVP vu comment il était déjà apparu dans un Dynamite, mais les débuts officiels de Shelton Benjamin. On va dire entre guillemets MVP Shelton Benjamin. Donc désolé pour le main event. Vu comment je fais une transition avec le segment promo auquel on a eu. Est-ce que Bobby Lashley va apparaître à la WWE? Apparemment, il aurait signé. On attend de voir si ça va se le faire. Par contre, au niveau de la situation, que ce soit de Daniel Garcia et des Lucha Brothers, on ne sait même pas si les Lucha Brothers vont un jour signer à la AEW, enfin, re-signer à la AEW, ou plutôt rejoindre une autre compagnie qui est la WWE. Pour l'instant, Ray, ben, son contrat a été allongé en raison de blessures apparemment, mais que Penta, il lui faut encore un mois à, ben, on va dire, à réfléchir. Et si jamais il est réellement agent libre, il pourrait signer à la WWE.
Excusez-moi. Une chose que je tenais à dire. Donc, les deux parties se sont un petit peu reprochées en disant, par exemple, je crois que MVP disait à Swerve, Swerve, toi, avec tout le talent que tu as, tu sais que tu as tout accompli à la EW, certes en partie grâce à Prince Nana, mais t'en fais pas. Moi, je peux te dire, je peux te faire de toi un vrai grand champion noir combatif, tout ce qu'il y a de plus classique. Toi et moi, on fera du business, on fera du cash ensemble. Et certes, c'est amusant avec Prince Nana, mais ça va pas fonctionner dans tous les temps avec ce type. Donc rejoins-nous et tu seras ben, encore plus une immense star que tu l'es déjà. Bien sûr, Swerve joue sur le fait que Prince Nana, oui, lui a donné autant d'opportunités en rejoignant la Mongole Ambassaï, qu'il a réussi à gravir les échelons grâce à la danse et sa musique auquel ça fait écouter et faire danser plusieurs personnes. Donc ça, pour le cas, ben, il n'oubliera pas ce fait-là. Et que ben, il décide de rester tout de même avec Prince Nana. Vu comment c'est grâce à lui auquel il est devenu populaire, c'est grâce à lui auquel il est devenu champion. Il ne veut pas changer une personne contre une autre personne, certes, qui a l'air classe à premier abord, mais qui n'est pas très, très bienveillant. Donc, bien sûr, MVP prend ça pour un affront et que il lui fait rappeler qu'il est en train de regretter une chance de sa vie. Shelton Benjamin le parle, comment dire, le provoque un petit peu. Des tensions se créent entre les deux parties, entre Nana, Swerve, MVP et Benjamin. Mais à la foulée, ça décide de se séparer. Voilà un segment auquel j'aurais dû en parler. Maintenant, je parle maintenant enfin du main event, auquel j'ai déjà tout dit. La bagarre à l'extérieur entre Moxley et Danielson, auquel Moxley va utiliser un câble pour étouffer Bryan Danielson avec. Ensuite, un retournement de situation, un coup de micro en pleine face, et cette fois-ci, c'est Moxley qui se fait étouffer par le câble auquel Danielson lui fait subir. Marina Shafir lui fait une prise du sommeil, mais Danielson renvoie Shafir au sol. Il se fait accueillir par une clothesline, il le renvoie dans le ring. Là, le match est officialisé, les deux se battent, se battent. Des huées pour Moxley, des tonnerres d'applaudissements pour Bryan Danielson, auquel ça a été excellent à voir et à écouter. Pendant le match, il y avait des gens qui ont chanté Fuck you Moxley et pour Let's Go Bryan, ou encore Fuck him off Bryan, fuck him off, défonce-le Bryan, défonce-le, ou encore le fameux chant auquel ils avaient l'habitude de dire quand il était à la Ring of Honor, Got to kick the fucking kickhead. Donc enfonce-lui ton pied dans son cou entre ses épaules, quelque chose comme ça, auquel il va le faire, même si Moxley répond aussi à ce genre de prise, certes un peu hésitant, un peu pas dans les temps, mais il effectue quand même, alors quand c'est Bryan, là il se donne à fond, il se donne à fond, à fond, à fond, vu comment il n'oublie pas ce genre de trahison qui peut en laisser un goût amer. Bryan tente tout ce qu'il peut, il tente vraiment de tout ce qu'il peut, de toutes ses forces, mais Jon Moxley, lui, va se concentrer sur une zone partie du corps auquel il voudrait capitaliser dessus, la blessure au cou de Bryan Danielson. J'allais dire Daniel Bryan, mais non, Bryan Danielson. Il décide de se focaliser sur son cou. Vu comment c'est la partie la plus endolorie, auquel il est fort atteint. Et bien sûr, tous les faits et gestes, Moxley va les exploiter. Concernant les faiblesses de Danielson, il va les exploiter. Et aussi, c'est vrai que ça me fait un peu de la peine quand Danielson peut parfois commettre une bêtise comme tomber sur la tête, et auquel je me dis, mais pourquoi te tuer autant? Un jour, tu vas te trouver paralysé en faisant ça. Privilégie au moins ta santé. Même si dans le match,
Moxley se trouve badass, ne décide de no sell. Pourtant, à un moment, il faut sceller. C'est pas parce que on a catché au Japon auquel on doit pas sceller. Le plus important, c'est le selling. Et auquel, ben, je crois qu'il préfère en s'amuser de ça. Amuser des critiques, comme quoi il nocelle, comme quoi il ne fait absolument aucun effort pour rendre tout ça intéressant. C'est comme s'il en avait rien à foutre. Vraiment rien à foutre de tout. Auquel on reproche un tout petit peu à Jon Moxley. Mais quand il est dans son personnage de heel, auquel il est crédible, sérieux, et qui peut créer une certaine logique, là j'ai rien à lui dire à son égard. Pourtant, à un moment climax du match, ben, Danielson était à deux doigts d'en finir, notamment en utilisant le Bell Lock, le Crabbleflation, tenter son running knee, mais rien y faire. Et quand c'est Moxley, c'est pareil, il veut tenter le Paradigm Shift ou le Death Rider, ça dépend comment il peut l'appeler, le coup de genou dans le coin, toutes les prises auxquelles il peut dégainer. Bref, mais au moment dans le climax, voilà, ça c'est le moment du climax, au moment où Danielson était prêt à en finir, eh bien il se fait arrêter dans son élan, il se fait accueillir par une Big Clothesline, des prises violentes, un Paradigm Shift, je crois, et que au même moment, Jon Moxley lui fait un slipper digne de la manière de Samoa Joe, donc il va étrangler Danielson avec son slipper. Donc il va vraiment essayer de soit l'endormir ou plutôt d'affaiblir son cou. Et bien sûr, Danielson, il tente de se raccrocher à la vie et se raccrocher à son match, attraper les cordes au plus possible. Une chose que Moxley décide de s'en éloigner un minimum pour éviter qu'il casse la prise, vu comment il veut poursuivre son attaque. Mais au moment auquel il n'y avait plus d'espoir et auquel les gens, certes, donnaient de la voix à Bryan Danielson, bien, tous les efforts n'ont pas été vains, vu comment il cède à la pression du slipper auquel Jon Moxley effectue sur lui. Donc il perd connaissance et il perd le match. Et il perd le titre par la même occasion. Donc victoire de Jon Moxley, qui est sur un 4e règne de champion d'AEW. Je crois que c'est son 4e. Hein, parce que je me rappelle qu'il avait été la première fois champion en battant Chris Jericho. Ensuite, il avait battu lors d'un tournoi pendant un match de titre par intérim, auquel il avait battu aussi CM Punk et auquel il va perdre à All Out. Ensuite, il remporte encore un match dans dans le même contexte, auquel il perd face à MJF. Et ensuite, ben, il remporte le titre par Danielson. Et pour les raisons, peut-être que je vais peut-être vous les dire, vu comment il y a une raison. En raison de cette défaite, Danielson doit cesser d'être un lutteur professionnel à temps plein. Donc ça veut dire qu'il va peut-être se faire opérer au niveau du cou. Et là vraiment je crains le pire. Hein. Je crains vraiment le pire pour la santé de Bryan Danielson. Vu comment à chaque fois auquel il tombe sur la tête, on a peur pour lui. À chaque fois quand une zone partie du corps, donc le cou, est visé, ben, on en a peur pour lui. Clairement on en a peur. C'est... je sais pas comment vous le dire, hein. Je sais clairement pas comment vous le dire, mais c'est effrayant. C'est pour ça que ce spectacle auquel on qualifie de faux, est dangereux. Et qu'il faut s'en rendre compte. Mais bien sûr, après le match, il célèbre le titre avec le public qui le siffle, avec Marina Shafir, avec le BCC, donc Claudio Castagnoli, Pac et Yuta qui arrive également, mais même s'il était contre cette décision. Ensuite, il y a Darby Allin, auquel il avait combattu la veille pour faire chasser le BCC, mais il se fait accueillir par un Renini de la part de Wheeler Yuta. Ensuite, le BCC s'acharne sur Darby Allin, qui décide de l'attacher aux cordes avec du scotch. Et je crois que c'est Claudio ou Moxley qui sort le fameux sac plastique, auquel est-ce qu'il va effectuer l'acte sur Darby Allin ou sur Bryan Danielson,
auquel il tend le bras du sac plastique à Wheeler Yuta. Wheeler Yuta s'en empare. Danielson se relève. Et qu'est-ce qu'il fait, Yuta? Lui qui a beaucoup d'admiration envers Bryan Danielson, auquel il a énormément de respect, auquel il considère presque comme son mentor. Ben, bim, il retourne sa veste et il décide à son tour de l'étouffer, Bryan Danielson, avec. Donc, à chaque fois, Bryan Danielson risque à chaque fois une tentative de meurtre. Et auquel, bien sûr, il étouffe avec. Hein. On essaie d'arrêter la situation, la sécurité, le staff, tout ce qui peut bouger, ben, ils se font tous allumer. Et je crois qu'au moment où il tire sur le sac plastique, il est quand même resté un bon petit moment dessus, hein, Wheeler Yuta. Hein. Un bon petit moment. Hein. Mais heureusement qu'il s'est arrêté au bon moment, parce que sinon, il aurait peut-être tué Bryan Danielson sur le coup. Hein. Après, du fait qu'il n'est pas idiot, du fait qu'il n'est pas con, ça va. Hein. Mais c'est vrai qu'une scène pareille, c'est effrayante. Jusqu'à ce qu'on met une chaise autour du cou de Bryan Danielson, ou autour des épaules, si je me rappelle bien, et auquel ce sera Claudio Castagnoli qui va effectuer un acte terrible en faisant un genre de stomp sur l'épaule de Bryan Danielson au niveau du cou, et auquel il ne va pas bouger par la suite. Le BCC fuit parce que les autres catcheurs veulent en venir à la rescousse de Bryan Danielson et de Darby Allin qui étaient là pour protéger le catcheur. Les Private Party étaient là aussi. De toute façon, les catcheurs babyface étaient tous présents pour venir le sauver. Donc, bien sûr, ils partent sur le déshonneur du public. Et voilà comment ça se termine pour le BCC qui décide de partir en coulisses. Mais sous le ring, il y a un genre de silence de mort. On a l'impression qu'il y a un mort autour du ring. Et là, je me dis, ça c'est bizarre. Hein, quand les gens ne font aucun bruit, c'est assez inquiétant. Donc, en gros, Danielson arrête sa carrière de catcheur, peut-être. Est-ce qu'il va revenir à la WWE? C'est pas encore dans ses plans, mais peut-être qu'il y songerait. Mais après, est-ce qu'il va encore travailler avec la WWE? Ça, c'est lui à voir. Et on verra tout pour son avenir. Mais on craint le pire pour sa santé. Hein. Clairement, on craint le pire. Et que... voilà comment ça s'arrête ce show. Donc, Wrestle Dream, ça s'arrête ici. Donc j'ai tout cité et voilà comment je termine cette vidéo. Et auquel je préfère en terminer très rapidement. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.